Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2016. Alors pour tous ceux qui ne seraient pas venus en direct sur la matinale ou qui ne l'auraient pas encore écouté en ce début d'année, eh bien je vous souhaite à tous santé pour l'année 2016 et des plus-values si possible. En tous les cas, donc cette année commence un peu erratiquement, on va dire, sur les indices boursiers. Il y avait vraiment une pression baissière qui s'exerce sur les indices européens, sur les indices chinois, sur les indices américains. Alors pour l'instant, les velléités baissières sont fortes. À chaque fois que les indices arrivent à rebondir, eh bien les vendeurs reprennent la main et attaquent. Néanmoins, comme vous aurez pu le constater hier, j'ai choisi un titre qui disait plus de peur que de mal pour vous expliquer, vous laisser entendre que tant que les supports tenaient, eh bien, le scénario haussier ne devait pas être écarté. Je vous dis la même chose ce matin. Les indices plient mais ne rompent pas. Pour l'instant, les indices sont de retour sur les supports qu'ils ont testés hier et avant-hier, mais ils ne cassent pas et on aura en plus cet après-midi et ce soir des statistiques, des communiqués, donc cela devrait entraîner de la volatilité. Cela veut tout simplement dire que oui, nous avons des risques baissiers sur les indices, oui, on pourrait casser les supports et accélérer à la baisse, mais ce n'est pas le cas. Et attendons de voir des signaux clairs sur ces marchés, car si les supports devaient tenir, eh bien des réactions haussières puissantes pourraient tout aussi bien avoir lieu. Comme tous les matins, un petit avertissement au risque concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, les indices plient mais ne rompent pas. Comme d'habitude, ce matin, on verra les différentes news, les décalages, le calendrier économique et on passera en revue des actifs sur la plateforme. Alors que la situation en Chine n'est pas au beau fixe, en Europe, nous avons quand même des bonnes nouvelles. Le taux de chômage allemand a atteint un record à la baisse depuis 1990 et ressort à 6,3%. Quant à elle, l'Irlande affiche un déficit à 1,5% contre les 1,7% attendus. Alors que la plupart des pays européens ont tendance à dépasser leur déficit, eh bien l'Irlande est le bon élève. Est-ce que c'est parce que le pays a revu son système bancaire de fond en comble? Je ne sais pas, mais en tous les cas, l'Irlande affiche une très bonne santé. Sur le front de l'or noir, le pétrole continue de chuter malgré les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cela montre bien à quel point on est dans un marché qui est totalement déréglé. Il y a aussi des petites tensions en Libye où des groupes ont attaqué une zone dans laquelle se trouvent des pipelines. Malgré cela, eh bien, aucune réaction du pétrole. Ce dernier reste sous pression et flirte avec ses plus bas annuels. Sur le fond des entreprises, Volkswagen est de nouveau sous pression dans la tourmente. Les USA pourraient lui infliger une amende. Là, Volkswagen, de toute façon, dans les mois qui viennent, va continuer comme ça d'être sous pression à cause de potentielles amendes. Cela peut entraîner donc des décalages baissiers à tout moment sur le titre, sachez-le. EDF pourrait céder jusqu'à 6 milliards d'euros d'actifs. Il est question de vendre des centrales aux États-Unis, de vendre des centrales en Angleterre pour pouvoir justement se lancer dans des nouveaux projets. Danone reçoit une recommandation positive de HSBC qui soutient le titre ce matin. Air France pourrait être de nouveau victime de grève. Il va y avoir des réunions en ce sens. Le titre ces dernières séances a profité d'un courant haussier qui
qui a été constaté en fait sur l'ensemble des sociétés de transport aérien en Europe. En fait, le premier jour de cotation de l'année, lundi, vous aviez pratiquement tous les titres de la cote qui étaient dans le rouge, sauf les compagnies aériennes. Et donc, depuis, Air France affiche une sacrée surperformance. Et on regardera le graphique ensemble. Je vous montrerai, je vous l'ai déjà montré hier, un canal haussier. Il faudra faire attention à la borne haute. Enfin, les biotech en général sont recherchées à l'image de MedTech et de Transgène qui ce matin affichent des performances entre 6 et 10%. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet, ou je vous le dis, j'organise un webinaire le 14 janvier sur la thématique des biotechnologies avec un gérant de fonds spécialiste des biotech. Donc j'espère que tout cela vous plaira. Au niveau des statistiques passées, le PMI de la construction en Angleterre est ressorti supérieur aux attentes hier. Néanmoins, le dollar est tellement fort que la livre n'arrive pas à reprendre du terrain, même avec des bons chiffres. L'inflation en zone euro est ressortie à 0,2% alors qu'elle était attendue à 0,4%. Donc là encore, l'inflation ne remonte pas, les espoirs européens, ou du moins de la BCE, sont douchés à court terme. D'ailleurs, Pratt, membre de la BCE, a dit ce matin qu'il serait prêt à allonger la durée du QE encore plus loin en 2017. Donc, on a bien compris que l'inflation ne remontait pas. On a bien compris la dernière fois en décembre que Draghi était prêt à augmenter le quantitative easing dans le temps. On vient de comprendre que la BCE serait prête à encore l'augmenter dans le temps. Et je suis prêt à vous parier que si l'inflation repassait sous zéro, on nous parlerait d'une augmentation potentielle du programme de quantitative easing mensuel. Concernant les indicateurs chinois, ces derniers sont toujours en recul mensuel. Pour certains, ça fait maintenant 10 à 12 mois d'affilée que des reculs s'opèrent et c'est cette raison qui met la pression sur les indices asiatiques notamment. Concernant les statistiques du jour, c'est une grosse journée aujourd'hui. Entre 9 et 10 heures, on a eu les PMI européens des services qui ont permis aux indices de tenir. Les PMI Alors, les PMI européens, il y en a déjà une partie qui était sortie hier ou avant-hier, et ils étaient supérieurs aux attentes. Donc là, on voit bien la Chine qui décélère, les États-Unis avec des chiffres en demi-teinte, mais l'Europe qui affiche un bon score. Et c'est ce qui explique sa surperformance. À 10h30, on aura l'indice PMI des services en Angleterre. À 14h15, les chiffres de l'emploi aux US avec l'ADP. 16h ISM, 16h30 stock de pétrole, 20h le minute du FOMC au regard de la dernière réunion au mois de décembre. Donc cet après-midi, on a des chiffres américains en pagaille et les stocks de pétrole. Donc, les stocks de pétrole, s'ils sont inférieurs aux attentes et que ça donne un coup de fouet au pétrole, ça peut donner un coup de fouet aux indices. Voilà. Alors, j'aimerais que dans cette émission quelque chose ressorte clairement. J'aimerais que vous compreniez en fait que les indices boursiers par rapport au travail des banques centrales ne sont pas faits pour chuter et sont faits pour être soutenus et pour le moment restent dans des tendances haussières de moyen long terme. Voilà. Ces deux dernières séances, je vous ai expliqué ce qu'il fallait regarder comme indicateur ou comme seuil. Je vous ai identifié les seuils sur le CAC, le DAX, le SP500, l'USD-Yen, le Nikkei. Et je vous ai expliqué qu'on était toujours dans des zones de neutralité par rapport au début de l'année. Et que si on cassait ces zones de neutralité, il pouvait y avoir des risques baissiers, voire même des risques de bear market. Voilà. Mais la conclusion de mes deux dernières émissions a toujours été de vous dire, les supports tiennent pour le moment. Voilà, donc dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un scénario indiciel, un petit peu original. En fait, quand vous regardez le DAX de la sorte avec toute l'année 2015, eh bien vous vous rendez compte qu'on peut tracer une sorte de figure d'élargissement majeure
Alors, je pense qu'il faut prendre tous ces points-là. Voilà. Et puis, ici, une sorte de choses comme ceci. Donc c'est une figure d'élargissement dont on avait déjà parlé vers septembre-octobre, me semble-t-il, quand on était sur les plus bas, et je vous avais parlé de la borne basse. Et donc je pense qu'on est potentiellement dans une figure d'élargissement majeure. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un potentiel haussier, car théoriquement c'est une figure ouverte dans une tendance haussière de moyen long terme, et donc on pourrait en sortir par le haut. Donc dans mes émissions précédentes, les deux dernières, je vous ai montré les seuils clés, je vous ai montré les risques baissiers qu'il y avait en dessous. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi ce qui pourrait se passer si on tient les supports. Donc le point positif numéro 1, ce serait la tenue des supports, puis une tentative de remontée. Le point positif numéro 2 pour les indices, ce serait de revenir combler les gaps de début d'année. Le point positif numéro 3, ce serait de retrouver les plus hauts de fin décembre. Le point positif numéro 4, ce serait d'aller chercher la borne haute de la figure d'élargissement dont je vous parle. Et puis, potentiellement, à moyen terme, ce serait de passer par le haut et d'aller de nouveau chercher les 11 800, 12 000, 12 500, soit les plus hauts de 2015 sur le DAX. Alors pourquoi est-ce que je vous expose ça aujourd'hui? Eh bien je vous expose ça parce que les chiffres d'inflation inférieurs aux attentes en Europe nous montrent que le travail actuel de la BCE ne porte pas ses fruits. Malgré tout, la BCE, plutôt que de se dire on va tenter autre chose, se dit bah on va y aller avec on va pas y aller avec le dos de la cuillère, donc on va augmenter le temps du QE, puis on va peut-être potentiellement augmenter les montants. Or, qui dit augmentation des montants de quantitative easing, dit soutien de la BCE sur les marchés actions et dit potentiellement hausse. Voilà. Donc certes, on a la Chine qui tire vers le bas, certes, on a la Chine qui peut nous faire déraper, dérailler et aller se faire peur dans les zones de risque baissier, mais si tel ne devait pas être le cas, il y a aussi des options haussières avec la possibilité que ce marché rebondisse. Voilà. On est en zone de neutralité, il faut bien le comprendre. Donc en zone de neutralité, vous pouvez avoir des plans haussiers et baissiers. Les deux camps peuvent avoir raison. On attend tout simplement les signaux. Voilà. Et lorsqu'on va sortir dans un sens ou dans l'autre, eh bien, il faudra en prendre note et ne pas vouloir se battre contre le marché si on est dans le mauvais sens. Voilà. En tous les cas, quand on est sur la borne basse d'un range, il y a la possibilité que ça casse, certes. Mais si vous avez un scénario haussier, alors la zone basse d'un range en zone de neutralité, eh bien théoriquement c'est votre point d'achat. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous connaissez l'environnement actuel des marchés, les indices sont sous tension, on a ouvert cette année avec un gap annuel, ce qui est extrêmement rare, on a fait moins 3% la première séance qui n'était pas arrivée plus de 3-4 fois dans toute l'histoire de la bourse ces 100 dernières années, la Chine fait peur, le yen est remonté, l'or pousse à la hausse, qui nous montre que voilà, il y a des tensions. Voilà. Tout ça, vous le savez très clairement, maintenant... On sait aussi que quand le marché recule sous le joug de tension, c'est aussi là qu'on a les opportunités de se placer à l'achat et ensuite le marché reprend la hausse dans le sens de sa tendance de moyen long terme. C'est ce que je voulais vous dire ce matin parce que je pense que certains peut-être ont vu ce gap baissier puis l'accélération vers les plus bas ont dû se dire qu'on allait tout casser. Pour l'instant, moi je vois un bas de support qui tient sur le DAX. Quand je regarde le CAC, je vois un support qui est triplement testé, mais pour l'instant qui ne casse pas. Pour l'instant, je vois un SP500 qui est posé sur support et vous comprendrez bien qu'en tant qu'analyste technique, je me vois mal vendre un support. C'est plutôt sa cassure qu'on attendra pour ce faire. Au niveau des actions françaises, étant donné qu'aujourd'hui on est encore un petit peu sous pression, on évolue au gré des résultats, au gré des fusions, au gré de certains secteurs qui reprennent des couleurs. Aujourd'hui, JCDecaux, Publicis par exemple, il y a des dégradations, donc on a une chute des cours.
Derichebourg, elle était arrivée sous résistance, donc elle se replie un petit peu. Ubisoft, j'en ai parlé dans une de mes analyses en début d'année, j'ai expliqué que s'il y avait de l'aversion au risque, c'était un des titres qui était le plus monté l'année dernière, donc c'était un des titres qui potentiellement pouvait être le plus mal. Après, vous avez Morel et Prom, Valorec et Technique qui sont en baisse parce que le pétrole est toujours sous pression. Concernant Valorec, nous sommes de nouveau sur les plus bas annuels et sur le support. Si les indices tiennent et que le pétrole réagit positivement aux stocks, alors Valorec pourrait de nouveau faire un point bas sur cette zone de prix et tenter de rebondir. Si au contraire le pétrole s'enfonce ou les indices cassent les supports, alors Valorec pourrait inscrire un nouveau plus bas annuel dans le sens de sa tendance baissière. Voilà. Mais en tous les cas, on est sur les fils du rasoir et donc c'est sur le fil du rasoir qu'il peut y avoir des opportunités. Casino Guichard et Rally reprennent des couleurs après avoir été largement vendus. Eramet fait de la résistance. Je vous rappelle qu'Eramet, c'est les métaux de base. C'est un titre qui est très punchy quand il rebondit et c'est un titre qui a été délaissé l'année dernière, qui a perdu plus de 60%. Donc, si les indices tiennent et que ça rebondit, Eramet, c'est un moyen de jouer la hausse, mais avec un levier de 4 ou de 5. Elle est beaucoup plus volatile et puissante que les autres. Ça, c'est Air France. C'est Air France qui a cassé la résistance des 7, qui est à 7,50, qui évolue dans un canal haussier qui arrive à proximité de la borne haute. Et les syndicats sont en train de voir s'ils vont faire la grève ou non. Donc je suppose que si la situation se décante et que ça se passe bien, elle pourrait même sortir par le haut et accélérer. Par contre, s'il commence à y avoir des grèves et que de nouveau il y a un marasme journalistique autour de Air France, ça pourrait déplaire aux investisseurs. Donc, à suivre. Alors maintenant, on va regarder les matières premières. N'hésitez pas à me poser vos questions. Bon, je vois que tout le monde a trouvé le bouton du son et que vous avez tous compris comment cela fonctionnait, donc c'est parfait. J'espère que le son est bon. Ah, c'est bon, Pascal. Le son ne fonctionnait pas, il a réussi, super. Alors, sur les matières premières, je vais vous montrer plusieurs choses. Première chose, l'or. L'or, depuis le début d'année, monte et tente de donner un signal. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que l'or, théoriquement, potentiellement, est un refuge. C'est-à-dire que c'est un actif sur lequel les investisseurs diversifient une partie de leur épargne quand les marchés lâchent, quand les marchés baissent. Alors, moi, j'ai jamais vraiment cru à ça, cette notion de refuge, parce que quand on bascule dans un marché de peur, comme en 2008, eh bien, l'or avait été complètement vendu. Il avait perdu 25% quand le CAC en avait perdu 50%. Donc, c'était pas trop un refuge pour moi. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a une relation inverse entre l'appétit pour le risque et l'or. Lorsqu'il y a vraiment de la peur sur les marchés, eh bien l'or en profite. C'est ce qui se passe ici. L'or rebondit un peu et tente de s'extraire de ce triangle. Je pense que je peux vous dire qu'il y a de très grandes chances que si les indices cassent les supports et que c'est la Bérésina, que l'or va décaler très fortement à la hausse. Et sortir et valider cette sortie de triangle. Néanmoins, les supports n'ont pas cassé sur les indices, ce signal sur l'or n'est pas encore confirmé et donc il faut être prudent. Jean-Jacques, merci pour le commentaire sur le son, content de vous retrouver aussi. Noël, pareil. Ah bah, je suis content. Il y a plein de gens que je connais. Alors Pascal me demandait de parler de l'argent. Alors Pascal, l'argent, ça fait 2 fois que tu me demandes de t'en parler. Petit souci, j'ai rien à te dire, car l'argent est dans un range attentiste, il sous-performe l'or, et il n'a donc à mes yeux aucune attractivité, si ce n'est de jouer les bornes hautes et basses du range. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est intéressant à l'heure actuelle. C'est pas très directionnel.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer le pétrole donc qui est toujours sous pression. Le pétrole WTI est en baisse de 1,65%. Il arrive sur ses plus bas annuels. Voilà, donc le WTI est baissier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières, en données 4 heures et en données horaires, donc c'est c'est un peu compliqué pour lui. Il était dans une tendance baissière, il a tenté de s'en extraire au premier jour de l'année avec les tensions au Moyen-Orient, mais cela n'y fait rien. Autant vous dire que si les stocks sont une nouvelle fois supérieurs aux attentes cet après-midi, on cassera potentiellement les plus bas du jour, on accélérera vers les plus bas annuels, voire enfin les plus bas de 2015 et potentiellement on inscrira des nouveaux plus bas dans les séances à venir. Si au contraire les stocks nous montrent des forts stocks en baisse, du déstockage aux États-Unis. Là, on pourrait avoir un double bottom sur les plus bas, une réaction positive qui donc boosterait les indices à la hausse. Donc tout n'est pas perdu, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur l'or, nous sommes dans les starting blocks prêts à donner des signaux. Néanmoins, ces signaux ne sont peut-être pas ceux que l'on attend. Peut-être qu'en fait les indices vont repartir à la hausse et que le pétrole va repartir à la hausse. Qui sait? Nous verrons cet après-midi avec un gros programme de statistiques. On va voir ce que ça va donner. Le gaz naturel, je voulais vous le montrer aussi. Donc le gaz naturel, regardez-le bien, il est dans les starting blocks depuis 6 séances, il consolide sous résistance. Autant vous dire que si les stocks ressortent demain inférieurs aux attentes et que le gaz casse la zone des 2,30, ce serait un éventuel nouveau signal haussier qui permettrait au rebond qui a déjà fait 30%, je crois, 30-40%, qui permettrait au rebond de perdurer. On a parlé du pétrole, on a parlé du gaz, on a parlé de l'or. J'ai pas de matière première agricole en ce moment que je trouve sexy. On a parlé des indices, on a vu quelques actions. On peut regarder ensemble les devises. Alors Julien me dit bonjour, Nicolas, toujours un plaisir de vous retrouver, je vous suis depuis un bail et je trouve que vos commentaires sont intéressants même pour un novice. Alors Julien, j'espère que mes commentaires sont intéressants pour un novice puisque le but en fait de cette émission c'est de vulgariser, démocratiser, expliquer en fait avec un vocabulaire compréhensible ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est aussi de réussir à vous faire comprendre des automatismes, c'est aussi à vous inculquer de la rigueur qui est très importante en bourse. Puis c'est aussi de vous apprendre des petits trucs. Par exemple, on gap à -2 sur un support, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin du monde. Peut-être que en fait c'est une opportunité d'achat. Depuis 3 jours sur les indices, les supports tiennent. C'est peut-être qu'en fait si on a des bons chiffres économiques cet après-midi, qu'on va repartir violemment dans l'autre sens. Voilà, c'est toutes ces choses-là, ces petites nuances que on est là pour partager ensemble. Alors, concernant les devises, donc, puisque la Chine ne va pas bien, que c'est l'Asie qui inquiète, l'AUD et le NZD, comme je vous l'ai déjà expliqué, chutent. L'AUD est en train de donner potentiellement un signal baissier aujourd'hui. Il faudra que ce signal soit validé en clôture, parce que si cet après-midi, d'un coup, les cours rebondissent un petit peu, on peut réintégrer le triangle et y rester. Donc, attendons un signal validé en cours de clôture et clair. Quant au NZD, c'était un peu plus simple de le prendre puisque lui, il a fait un double bottom, un double top, un double échec donc sous les 68,50 et donc c'était un peu plus évident de pouvoir rentrer à la vente avec un stop au-dessus de la résistance. Encore faut-il avoir eu l'idée de la vente sur cette paire qui était une des paires les plus haussières. Concernant les paires en yens, donc on est toujours sous pression. Vous voyez GBP yen qui casse les plus bas de 2015, qui est sous pression. Euro yen qui lui aussi est sous pression, qui est dans un canal baissier et qui vient d'en atteindre la borne basse. Il est même prêt à en sortir par le bas. Et l'USD yen est à 118,50. Alors si vous avez lu mon dernier papier qui s'appelle Les seuils de risque et de peur, que j'ai publié hier, dans la partie analyse du site de CMC, vous savez que les 118,50 sont un support majeur sur l'USD Yen et que l'USD Yen représente le baromètre du risque et que tant que ce dernier ne lâche pas littéralement, il y a des chances que cela tienne. Alors excusez-moi, je ne sais pas qui m'appelle déjà. Allô, oui. Yeah. Sorry, can we do a call later? I'm doing the webinar actually. Yeah. Talk to you later. Excusez-moi.
Donc l'USD Yen, s'il tient le support, il peut rebondir, comme les indices. S'il casse le support, c'est que le Yen monte, c'est qu'il y a de la peur, c'est que ça va mal. Voilà. Donc, touché n'est pas cassé. Qui tout double sur le support, je ne sais comment vous le dire, je pense que vous l'avez compris, c'est maintenant que ça se joue et ce n'est pas encore joué. Voilà. Après une autre paire, donc l'euro-dollar. L'euro-dollar faisait une sorte d'ETE. Regardez ici, une sorte de configuration en épaule, tête, épaule. Donc c'était une configuration baissière qui impliquait une cassure des 1,08. Les 1,08 ont cassé hier. La cassure a été confirmée suite à la publication des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes. Alors pourquoi est-ce qu'un chiffre d'inflation inférieur aux attentes fait baisser l'euro-dollar? Eh bien tout simplement parce que si l'inflation n'est pas en ligne avec les attentes, c'est que le quantitative easing ne fonctionne pas assez bien. S'il ne fonctionne pas assez bien, ça veut dire que les Européens qui n'ont pas d'autre solution vont en rajouter. Et si on rajoute du quantitative easing, on fait baisser la monnaie. Et vous avez donc un euro-dollar qui baisse. Voilà. Et l'objectif théorique de l'euro-dollar, c'est de revenir vers les 1,05, soit ses plus bas de 2015. Est-ce qu'il y avait une autre paire que je voulais regarder avec vous? Alors, l'USD CNH, donc ça montre bien que ça se passe mal en Chine. On a le dollar qui monte très fortement ici contre le yuan offshore. Et ben c'est ça qui dérègle un petit peu les marchés et qui fait peur. Donc, est-ce que là, on est dans un excès haussier ou dans le début d'un décalage majeur monétaire? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on peut comprendre que les marchés soient sous pression avec de tels mouvements, une telle volatilité sur le yuan qui jusqu'ici était plutôt tranquille. Julien me dit, est-ce que l'USD CAD va vers 1,4250? Alors l'USD CAD a cassé la résistance des 1,40. Néanmoins, il faudra voir le pétrole. Si le pétrole, cet après-midi, on voit des stocks inférieurs aux attentes et qu'il explose à la hausse, alors l'USD CAD pourrait repasser sous 1,40 et valider un faux signal haussier. Bon, ça c'est le piège, hein. Mais sinon, le pétrole est baissier, l'USD est fort et haussier, donc tant que le pétrole restera sous pression, l'USD 4 peut monter. Vu qu'il vient de casser les 1,40, le prochain objectif théorique se trouve effectivement vers 1,4250. On va regarder la paire ensemble. Bon, en tous les cas, je voulais vous dire que j'ai eu des tout petits soucis de logiciel un peu pendant les vacances, un peu ces dernières séances. C'était pas facile parce que je fais mon possible pour pouvoir vous retrouver tous les matins et faire cette émission. Je suis très content de tous vous retrouver, que le son, l'image fonctionne, c'est parfait. Je voulais vous parler de quelque chose, en plus des analyses qu'il faut lire. Regardez la petite page formation parce qu'il y a pas mal de surprises. Demain, donc la matinale, mais vendredi, je fais un live NFP à 14h15. À partir de la semaine prochaine, vous aurez des webinaires toutes les semaines sur les CFD, la plateforme. Je vais cliquer ici pour voir les événements à venir, vous allez voir. Donc live NFP le 8 janvier, webinaire introduction au CFD le 12 janvier, webinaire spécial sur les biotech le 14 janvier, séminaire dans nos locaux le 21 janvier. Enfin, vous voyez, on est en train de vous préparer un programme aux petits oignons avec des webinaires quotidiens, des webinaires hebdomadaires, des webinaires mensuels. Dans les webinaires mensuels, il y a les webinaires live type BCE, FOMC, mais il y a les webinaires spéciaux avec des invités, des spécialistes que je ferai venir. Voilà, c'est que le début. J'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à en parler à d'autres traders, à vos amis, à faire circuler l'info sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je ferai tout mon possible pour vous apporter toutes les recherches, le matériel éducatif que je peux vous apporter. Voilà, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. Je vais vous souhaiter un très bon appétit, une bonne journée, un bon trading. Faites attention aux éventuels faux signaux. Pour l'instant, des signaux clés majeurs n'ont pas été donnés, notamment sur les indices européens. Soyez prudents. Et puis, je vous retrouve demain, 10h pour la matinale. Au revoir à tous.